Ça, c'était le 26 septembre 2022. Les gazoducs Nord Stream qui reliaient en gaz les industriels allemands aux énergéticiens russes vient d'exploser. L'économie allemande perd alors son approvisionnement en gaz et doit se tourner vers le seul concurrent capable de combler ce manque, c'est-à-dire les énergéticiens états-uniens avec leur gaz de schiste. L'économie allemande, la troisième exportatrice mondiale, devient alors largement dépendante de l'impérialisme états-unien. Un beau coup qui permet de court-circuiter cette alliance pourtant très forte entre les économies allemandes, chinoises et russes. Cette histoire, vous la connaissez sans doute, mais il y en a une autre, beaucoup plus discrète, dont on ne parle pas, et pourtant c'est bien là aussi une guerre économique auxquelles participent les entreprises états-uniennes, françaises et russes. Aujourd'hui, amis réfractaires, on va parler de la guerre de la taupe. On va commencer par le début. Le nucléaire en France, c'est quoi? C'est, pour faire simple, 4 entreprises. Tu as Orano qui était avant Areva, qui s'occupe de la gestion des mines et de la transformation de l'uranium en combustible, une étape qu'on appelle l'enrichissement. La conception et la construction des centrales nucléaires, c'est Framatome qui est intégré depuis 2018 à EDF. La construction des bâtiments, c'est en général Vinci qui s'en occupe. Et enfin, l'exploitation de ces centrales nucléaires, c'est EDF. Avant, il y avait même une 5e entreprise que tu connais bien qui s'appelle Alstom Energy. Souvenez-vous, on est en 2014. General Electric, le géant de l'électricité états-unien, devenu une espèce de gigantesque fonds de pension industriel, veut racheter la branche énergie du français Alstom. Et après des pressions dignes d'un film de mafieux, Macron finit par valider la vente en 2014. Et à ce moment-là, General Electric vient d'acheter la turbine Arabelle, la plus puissante turbine au monde. 11 000 tonnes plus grand qu'un Airbus A380. Placée dans une centrale nucléaire, la vapeur d'eau chauffée par la fission nucléaire fait tourner cette turbine et génère de l'électricité. C'est une des pièces centrales pour l'industrie nucléaire française, que ce soit pour les projets en France ou à l'étranger. Et le tout vendu à peine à 600 millions de dollars aux géants états-uniens. Sauf que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. 10 ans plus tard, en mai 2024, on apprend que l'État français rachète les moyens de production de ces fameuses turbines Arabelle et l'intègre directement à EDF, la seule entité industrielle en capacité d'absorber une telle activité. Et à ce moment-là, EDF concentre en une seule et même entreprise quasi tous les savoir-faire et les industries nécessaires à la construction et à l'entretien des centrales nucléaires. Petit hic dans l'histoire, entre-temps, pendant les 10 ans, là, les turbines Arabelle, elles ont été équipées de matériel états-unien, notamment dans l'électronique. Ce qui fait que l'entretien et donc l'exportation de ces turbines doivent se faire avec l'accord de l'administration états-unienne. Mais on peut se poser une question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que General Electric, ils ont acheté ce truc-là en 2014 et l'ont revendu en 2024? Parce qu'il y a des chances que l'administration états-unienne prépare des sanctions contre le nucléaire russe. Ils annoncent des vagues de sanctions. Récemment, ils ont aussi interdit l'importation aux États-Unis d'uranium russe et ils pourront étendre demain ces sanctions à l'international. Et ça notamment contre Rosatom, le grand groupe d'entreprises nucléaires russes publiques, gigantesque de 300 entreprises qui emploient près de 250 000 personnes. Sauf que problème, l'un des principaux clients des turbines Arabelle, c'est Rosatom, c'est l'entreprise russe. Ce qui fait que la rentabilité pour l'entreprise états-unienne allait s'effondrer à cause de ces sanctions. Mais ce qui fait aussi que EDF se retrouve avec une entreprise qui coûte très cher à entretenir et avec une bonne partie de ses commandes qui sont menacées par les sanctions états-uniennes. Donc l'entreprise états-unienne, ils ont refilé le bébé chaud à EDF. Voilà. Pas sûr que ce soit ça l'expression. Et cette suractivité du nucléaire états-unien en France s'explique aussi parce que tu as l'impérialisme états-unien qui est en train de poser ses pions en Europe centrale. L'un des gros marchés nucléaires qui compte dans le monde, c'est celui de l'Europe de l'Est. Et ces dernières années, il a totalement basculé. Les pays d'Europe de l'Est, ils ont besoin d'un combustible spécial pour leurs centrales nucléaires héritées de l'URSS, les modèles VVER. Historiquement, c'est Rosatom, le géant russe, qui s'occupe de cette mission. L'entreprise a d'ailleurs mené un projet avec EDF pour fabriquer en Allemagne ce genre de combustible, le tout soutenu par la Commission européenne. Donc tout allait bien entre EDF, Rosatom et les industriels allemands. Jusqu'au moment où tu as Westinghouse, l'entreprise nucléaire états-unienne, qui allait mettre son petit grain de riz. Westinghouse a réussi à concevoir, de son côté, des combustibles qui sont utilisables dans les centrales soviétiques VER, avec le soutien de l'administration états-unienne qui a lâché les milliards de subventions pour soutenir la production aux États-Unis. Et en attendant, les crayons d'uranium états-uniens sont fabriqués en Suède et ils se sont associés à Enusa, une entreprise espagnole spécialisée dans le domaine. Et récemment, Westinghouse a pu profiter de la guerre en Ukraine pour vendre son combustible aux centrales ukrainiennes qui ont évidemment arrêté d'acheter à Rosatom. L'entreprise états-unienne va aussi construire 9 réacteurs nucléaires en Ukraine.
Et c'est là que tu te rends compte que petit à petit, les entreprises états-uniennes posent leurs bagages en Ukraine. Westinghouse a fait aussi la même opération en Bulgarie, vente de combustible pour les centrales au détriment de Rosatom et construction de plusieurs centrales nucléaires. Et il y a d'autres projets similaires en Suède, en Roumanie, en Estonie, en Slovénie, en Croatie. Et puis évidemment la Pologne, où Westinghouse a signé un contrat à 30 milliards de dollars. Ils vont construire des centrales nommées AP1000, une centrale de 3e génération qui coûte en réalité super cher, genre vraiment 2 fois plus cher qu'un EPR français sans la sécurité qui va avec. Donc pourquoi est-ce que l'État polonais a signé avec des entreprises états-uniennes et pas avec des entreprises françaises si elles sont moins chères? Eh bien pour la même raison que l'État polonais a investi massivement dans les armes états-uniennes et notamment les F-16. L'objectif de l'État polonais, c'est de créer des liens de dépendance économique avec l'impérialisme états-unien pour mêler ensemble leur destin, mais aussi profiter du privilège que peut avoir un État s'il se met sous le parapluie états-unien. L'État polonais sait que si les boîtes états-uniennes veulent continuer à se faire du profit en Pologne, ils vont donc devoir soutenir le gouvernement polonais. L'État polonais se sert donc de ses projets nucléaires pour créer des liens économiques, et ils ont fait d'ailleurs pareil avec l'impérialisme sud-coréen, qui est une pièce maîtresse dans la région de l'Asie-Pacifique. Les boîtes états-uniennes s'installent, mais profitent aussi de la stratégie mise en place par leur État, et là on va reparler des sanctions. Les sanctions, ça veut dire que l'État états-unien, il menace toutes les entreprises du monde de ne plus pouvoir avoir accès à l'économie états-unienne et aux banques états-uniennes s'ils commercent avec tel ou tel pays. Les sanctions, ça n'a donc rien à voir avec le droit international ou quoi que ce soit, hein, c'est du chantage, rien de plus. Ils font régulièrement ce genre de sanctions pour empêcher par exemple leurs concurrents iraniens de se développer économiquement en bloquant au maximum les investissements étrangers. Et c'est grâce à ces procédés qu'ils organisent aussi un blocus contre Cuba et Venezuela. Et d'après les articles qu'on a lus, l'administration états-unienne prépare petit à petit des sanctions contre Rosatom. Et ça pour casser leur alliance avec Framatome, donc l'alliance franco-russe, et donc leur production de carburant et de réacteurs pour l'Europe centrale. En fait, ils font comme avec le gaz russo-germanique en 2022. Il y a une autre information aussi intéressante. En avril 2024, donc il n'y a pas très longtemps, il y a eu une étrange attaque informatique qui a perturbé 3 centrales de Framatome, donc la boîte française, aux États-Unis. Et ça, évidemment, c'est une mauvaise pub qui arrive opportunément pour convaincre les États européens d'aller plutôt vers des centrales états-uniennes qui auront au moins la qualité de ne pas se faire attaquer par des ingérences extérieures. L'enjeu pour Westinghouse, c'est de s'accaparer les marchés européens pour pouvoir augmenter sa production de combustible et ainsi sécuriser son approvisionnement en uranium enrichi, puisque le nucléaire états-unien est encore très dépendant sur ça de Rosatom. Et bien sûr, en dominant le marché européen, ils ont un immense moyen de pression contre tous ces États. Il leur suffira de menacer de suspendre l'approvisionnement en uranium pour pousser ces États à suivre leur politique, à respecter leurs sanctions et à signer leurs contrats sous leurs conditions. De son côté, EDF, il rencontre quand même pas mal de difficultés, notamment sur l'approvisionnement en uranium. Par exemple, au Niger, ça représente 20% de l'approvisionnement en uranium, sauf que là-bas, Orano, le minier français, vient de perdre l'exploitation de la plus grande mine d'uranium au monde. Et ça, c'est l'une des nombreuses conséquences du coup d'État au Niger. Le Kazakhstan, 27% de l'approvisionnement français, est surinvesti et depuis longtemps par Rosatom qui achète de plus en plus de mines d'uranium, ainsi que des entreprises chinoises. Pareil pour les mines en Namibie, un pays africain qui représente 15% de l'approvisionnement français, qui est massivement racheté par les boîtes chinoises. Évidemment, tu as un jeu de concurrence puisque tu as l'industrie nucléaire russe et chinoise qui cherche elle aussi à s'approvisionner en uranium, tout en renforçant leur position dans leur zone d'influence. EDF a donc soit le choix d'entrer dans une surenchère d'investissement et de rachat dans ces pays-là, soit de miser sur d'autres sources d'approvisionnement d'uranium. Et d'ailleurs, la signature en octobre 2023 d'un accord à long terme sur une mine d'uranium en Mongolie entre Orano et une boîte mongole tombe sous ce sens. En fait, Macron, là, il a joué malin parce qu'il sait que les pays d'Asie centrale souhaitent devenir un peu plus indépendants de l'impérialisme russe et sont donc ouverts à signer des contrats avec d'autres impérialismes, notamment français. C'est pour ça qu'il a fait toute une visite récemment en Asie centrale. L'autre solution pour l'État français, c'est d'aller vers des entreprises d'uranium du Canada ou de l'Australie, sauf que ce sont deux économies qui sont largement dominées par l'architecture de l'impérialisme états-unien. Donc aller s'approvisionner là-bas, c'est encore créer plus de liens de dépendance sur une filière pourtant clé de l'impérialisme français qu'est le nucléaire. Dernier point, comme aux États-Unis, l'État français soutient la construction par Orano et Vinci d'une grande usine d'enrichissement d'uranium en France, histoire d'accroître la production, d'améliorer la technologie dans laquelle ils sont en pointe dans le monde d'ailleurs, et travailler aussi sur un projet de recyclage où seul Rosatom domine le marché pour le moment.
En conclusion, il y a une guerre économique forte dans le domaine du nucléaire avec une politique commerciale très agressive de la part de l'impérialisme états-unien qui vient s'attaquer aux positions d'EDF et Rosatom. Résultat, les trois s'entre-dévorent sur le même marché. Et encore, on n'a pas vraiment parlé de l'industrie nucléaire chinoise et sud-coréenne qui se développe énormément, notamment à l'international. Les boîtes états-uniennes, elles ont réussi à conquérir les marchés en Europe de l'Est, alors même que le nucléaire n'est pas si développé que ça aux États-Unis face au pétrole et au gaz de schiste. Ils ont pu développer des contrats avec la Bulgarie, en Pologne et en Ukraine avec la livraison de combustible et des centrales nucléaires qui créent un lien très fort entre ces économies. Une position qui met sous le parapluie états-unien les pays de l'Europe de l'Est et qui renforce le soft power états-unien qui, après avoir pris le contrôle d'une partie du marché du gaz en Europe, s'attaque aujourd'hui au nucléaire, ce qui permet, par effet de chantage, de contrôler d'autant de leviers d'influence cruciaux. Et maintenant qu'ils sont bien implantés, l'impérialisme états-unien sanctionne petit à petit Rosatom pour que le marché européen se tourne petit à petit vers eux. L'impérialisme états-unien veut briser les partenariats franco-russes sur le nucléaire et choper les marchés de EDF à l'étranger. Ce qui met dans une position délicate EDF, qui est d'ailleurs une entreprise qui est rongée par la dette en ce moment. Rajoute à ça les technologies françaises comme Arabelle dépendant de l'administration états-unienne ou encore leur perte d'approvisionnement en uranium dans les pays comme le Niger. EDF centralise aujourd'hui le gros de la production des centrales nucléaires et espère pouvoir faire face aux concurrents états-uniens et russes un petit peu partout dans le monde. Après, des fois, les oppositions sont pas si marquées. Par exemple, tu as des entreprises états-uniennes qui sont pas assez développées dans le nucléaire et qui ont besoin des entreprises françaises en sous-traitance pour pouvoir remplir leur part du contrat auprès de clients étrangers. Ce qui crée une situation de sous-traitance dont peut quand même profiter EDF malgré tout. En bref, la guerre menée par l'impérialisme états-unien contre le nucléaire français est assez similaire à cette guerre lancée contre le gaz russo-germanique. C'est un moyen de rendre dépendants plusieurs économies européennes à l'industrie états-unienne tout en s'offrant des milliards d'un nouveau marché rendu possible grâce à la guerre et aux sanctions. Et de notre côté, quand on voit tous ces scandales industriels et toute cette guerre impérialiste, t'as un peu ce truc de création d'une espèce d'un souverainisme français qui est basé justement sur ces pertes industrielles. En vrai, ce qui est chiant dans cette histoire, c'est que le potentiel industriel de ces entreprises peuvent se perdre. À coup de fusion et de revente, des technologies peuvent se trouver ailleurs, dans d'autres entreprises, dans d'autres frontières, avec des usines délocalisées et des savoirs perdus. Et ça, c'est gênant parce que d'un point de vue souverainiste, démocrate ou socialiste, qu'importe les mots que tu utilises, on se dit toujours que lorsqu'on prendra réellement le contrôle de ces entreprises, elles doivent être les plus complètes et les plus indépendantes possibles pour qu'on puisse les utiliser comme on le veut. Parce que c'est bien beau de reprendre le contrôle de l'État français, de l'économie française, d'EDF et tout. Si on est dépendant des entreprises états-uniennes, c'est elles qui vont décider à qui on peut exporter et ce qu'on peut construire sur notre territoire. L'idée, c'est que les turbines, les centrales nucléaires ou les éoliennes qu'on voudra construire pour nous en France et exporter ailleurs ne dépendent que de nous et de notre organisation et pas de l'accord de l'administration états-unienne. D'où le fait qu'il est important pour nous en tout cas de surveiller l'évolution du rapport de force entre tous ces impérialistes et de se plonger un peu dans ces affaires. C'est là-dessus qu'on termine donc cette vidéo évidemment en accès libre totalement gratuite grâce aux dons des donateurs sur Tipeee, notamment avec les dons réguliers qui nous permettent de travailler en toute indépendance. Donc si vous voulez soutenir notre travail sur Canard Réfractaire et Actu Réfractaire, tu peux aller en description pour nous soutenir financièrement. Et pour ne rien louper, évidemment, tu peux t'abonner parce que des vidéos comme ça, on en sort quand même pas mal sur Canard Réfractaire. C'était Paul à la recherche et Kouro au montage. Sur ce, on se dit des bisous et à la prochaine. Ah.